L'escroquerie va devenir en 1933 un scandale politique et financier qui fait la une de l'actualité, et la mort suspecte d'ailleurs de Stavisky va fragiliser un petit peu plus la Troisième République. Christophe, avant de développer justement cette affaire, revenons quelques années en arrière. Stavisky vient d'être arrêté. Conscient qu'il risque une grosse peine de prison, il décide de changer de personnalité et de mode opératoire pour continuer à commettre des escroqueries, mais en prenant moins de risques. Et oui, Stavisky devient en effet un homme mondain et fréquentable. En 1928, il épouse un mannequin de chez Chanel, Arlette Simon, que l'on surnomme la belle Arlette, et qui, comme lui, a des goûts de luxe. L'affairiste ouvre un commerce de joaillerie. Il se fait appeler Serge Alexandre, et avec leur fils Claude, le couple s'installe sur l'avenue des Champs-Élysées, à l'hôtel Claridge, et passe une grande partie de son temps à Cannes, au Touquet, à Deauville ou encore à Biarritz, ces stations balnéaires à la mode fréquentées par la bonne société. Il roule en Rolls-Royce et on peut le croiser souvent dans les casinos. Alors Stavisky investit dans de nombreux projets comme la commercialisation d'un réfrigérateur. Il achète aussi le théâtre de l'Empire et met de l'argent dans la presse politique. Il crée également la Foncière, une société de construction d'immeubles dans les beaux quartiers de Paris, entre la Porte aux Dauphines et la Muette. Stavisky est un financier puissant qui rencontre les personnalités aussi les plus importantes, notamment politiques. Et oui, et en parallèle, Stavisky, on peut dire protégé par ses relations, monte une escroquerie qui concerne les crédits municipaux. Le principe, c'est qu'il apporte au mont-de-piété, c'est comme ça qu'on appelle le crédit municipal, des objets de provenance douteuse. Il en récupère la somme en espèces, et grâce à sa société de joaillerie, il se procure légalement de fausses émeraudes, qui est fait expertiser pour vrai par un complice du crédit municipal, ce qui permet d'extorquer des sommes importantes. Pour se procurer les fonds nécessaires, le crédit n'a alors qu'à émettre des bons de caisse auprès d'un certain nombre d'organismes financiers, à commencer par les banques. Et c'est d'abord au Crédit municipal d'Orléans qu'il met en place son stratagème. Avec diverses complicités, il réussit à obtenir pour près de 45 millions de prêts gagés. Mais lorsque les soupçons commencent à se manifester sur ces opérations, Stavisky puise sur la trésorerie de sa société immobilière pour éponger sa dette à Orléans. Oui, il sent effectivement que le vent tourne, mais pour autant, il va se tourner cette fois vers Bayonne, dont le député maire radical Joseph Garat est un ami personnel. Stavisky crée un crédit municipal. Il choisit pour directeur un homme de paille du nom de Gustave Tissier, et l'affaire marche très bien. Les bons d'emprunt atteignent 40 millions en 1931, 100 millions en 1932. Stavisky ne risque rien, il fait marcher ses relations. Le ministre du Travail en personne signe même une lettre d'encouragement aux investisseurs locaux. Mais la police surveille de très près cette affaire qu'elle trouve de plus en plus louche. Le 23 décembre 1933, Gustave Tissier, le directeur du Crédit municipal de Bayonne, ou plutôt l'homme de main de Stavisky, est arrêté, pris en flagrant délit d'émission frauduleuse de bons de caisse à l'entête du Crédit municipal de Bayonne. Et Tissier est inculpé pour faux, usage de faux et détournement de fonds. On parle quand même, il a noté la somme de 269 millions de francs. Tissier nie être l'instigateur des détournements. Il affirme n'être qu'un simple exécutant aux ordres d'un supérieur, ce qui est vrai finalement. Alors il accuse d'abord le député maire de Bayonne, et puis il va bien finir par lâcher un autre nom aux enquêteurs qu'il appelle Monsieur Alexandre. La police ne tarde pas à deviner que ce monsieur Alexandre n'est autre que Stavisky. Alexandre Stavisky est recherché, et l'affaire de l'escroquerie du Crédit municipal de Bayonne fait la une des journaux, car on découvre que Stavisky est bien connu de la justice en fait. Il a été poursuivi pour fraude à plusieurs reprises au cours des années précédentes et relaxé 19 fois. Ce qui va surprendre le grand public qui finalement connaissait pas très bien jusque-là Stavisky. La presse qui dévoile aussi les noms des nombreux parlementaires dont Stavisky était proche et qui ont profité de ses largesses en échange de leur appui. Un député, un sénateur, le ministre des colonies et ancien ministre de la Justice Albert Dalimier sont mis en cause, mais il y a aussi des directeurs de journaux, des magistrats qui étaient également proches de l'homme le plus recherché de France. Et alors, pour n'en rien arranger, le public va découvrir, apprendre aussi que le procureur général Pressard, en fait, qui n'est autre que le beau-frère du président du Conseil, Camille Chautemps, a fait en sorte que Stavisky voit son procès indéfiniment reporté. La presse ne parle plus que de l'affaire Stavisky, d'autant que ce début des années 1930 est marqué par d'autres affaires politico-financières qui ont eu un fort retentissement dans l'opinion. Oui, il y a eu d'abord l'affaire Martano, on en a parlé, cette banquière des années folles, on l'a évoqué. Et puis aussi une affaire qu'on n'a pas évoquée, mais qui finalement rejoint toutes celles qu'on vient d'évoquer, l'affaire Oustrix, ce banquier qui fait faillite en 1930 et qui a volé des petits épargnants. Il faut savoir qu'à l'époque, dans l'affaire Oustrix, en plus de cette escroquerie, il y a aussi
aussi une affaire politique puisque le ministre de la Justice a été avocat conseil d'Oustric et ce sont ces interventions politiques qui ont permis la cotation d'une société italienne. Donc vous voyez, on retrouve là aussi les ingrédients qu'on retrouve dans l'affaire Stavisky, c'est à savoir une relation entre la politique et la finance avec ce milieu d'escrocs. Et c'est en particulier la presse d'extrême droite, Christophe, qui se déchaîne, car elle trouve là un prétexte parfait pour y déverser sa haine des Juifs et de la République parlementaire, comme dans les affaires Hanau et Oustric. Et oui, les mêmes ingrédients, les mêmes effets, et donc la même presse qui attaque l'Action française, qui se targue d'ailleurs d'avoir parlé de Stavisky, qualifié de métèque escroc dès 1926, et qui s'étonne qu'il ait pu être en liberté depuis toutes ces années et continuer à sévir. Dans un autre journal, une référence pourtant à l'époque d'ailleurs littéraire, le journal Gringoire, Henri Béraud, qui parle lui aussi de métèque, le métèque Stavisky. Et puis la Libre Parole aussi, qui existe encore à cette époque-là, le journal jadis fondé par Drummond, qui parle de scandale juif. Et il faut savoir qu'à l'époque, le député de droite, Xavier Vallat, qui sera le futur commissaire aux questions juives du régime de Vichy, déclare à l'Assemblée nationale « J'ai été extrêmement frappé par la lecture des noms des prévenus ou des inculpés dans les affaires pour lesquelles la bande de Stavisky était poursuivi en 1926. Vous voudrez bien constater qu'il n'y a pas beaucoup de gens nés en Auvergne, en Savoie ou en Bretagne. Je crois même qu'il n'y a pas beaucoup de chrétiens. C'est ce que disait donc Xavier Vallat. Même la modérée, Revue des Deux Mondes, parle du juif Stavisky et demande la fin des naturalisations. Oui, car il faut rappeler que Stavisky avait été naturalisé français dès 1910. Beaucoup parmi les antisémites affirment que les juifs tués pendant la Première Guerre mondiale étaient d'ailleurs peu nombreux, voulant prouver que ce ne sont pas des patriotes, mais en oubliant de rappeler que la population juive est moins importante par rapport aux autres Français. Et oui, vous savez pourquoi effectivement cette presse parle de la Première Guerre mondiale, car c'est resté un traumatisme évidemment dans cette période des années 30 parmi les anciens combattants et beaucoup d'ailleurs qui se retrouvent effectivement dans cette idéologie nationaliste, autoritaire et puis finalement qui aboutira aussi à un certain attrait pour le fascisme et le nazisme. Il faut dire donc que les soutiens de Stavisky évidemment sont très rares. On peut citer quand même l'écrivain et journaliste Joseph Kessel, qui était né d'ailleurs dans une famille juive originaire de Lituanie et de Russie, qui a bien connu Stavisky et qui en fera un livre, Stavisky, l'homme que j'ai connu. Et puis il y a quand même une partie de la presse aussi qui souligne le côté séduisant, le côté charmeur de Stavisky, en dépit de ses escroqueries. Le Figaro écrit par exemple, doué d'un charme oriental, il excelle à convaincre ses dupes, d'autant plus qu'il connaît à fond les combinaisons financières les plus subtiles. Ayant l'argent facile, il comptait parmi les joueurs les plus importants du baccarat dans les stations à la mode. Le 7 janvier 1934, ce que l'on appelle désormais l'affaire Stavisky connaît un rebondissement. Le député maire de Bayonne, Joseph Garat, qui avait donné le feu vert à Alexandre Stavisky pour la fraude du crédit municipal, est arrêté et incarcéré. Stavisky, lui, est toujours introuvable. Et la question que tout le monde se pose, c'est bien sûr où est Stavisky ? La France entière se demande où est-ce qu'est caché cet homme. Eh bien en fait, il se cache depuis plusieurs jours sous une fausse identité du nom de Gaston Farjas dans un chalet de Chamonix. Et à Paris, la police va finir par être appelée justement par les gendarmes de Chamonix, convaincus à la suite de plusieurs signalements de la population d'un homme suspect que Stavisky est bien dans ce chalet. L'étau se resserre. Et vous allez vous en rendre compte que les surprises ne sont pas terminées. Et oui, suspense, vous nous tenez en haleine, Christophe, ce matin, mais il faut être un petit peu patient. Nous verrons la suite et la fin de l'affaire Stavisky au prochain numéro de l'histoire des Juifs de France. Christophe, vous restez avec nous, nous sommes ensemble jusqu'à 9h.